Cocteau, c'est l'éblouissement. Cocteau, c'est l'apprentissage de la liberté et de la douleur. Et par la difficulté d'être, qui est probablement avec le grand écart mon livre favori, c'est devenu un petit bréviaire qui m'a aidée toute ma vie. Avec Opium, j'ai voulu le dire, le chanter, le danser, ce prince, ce funambule, le sang d'un poète, son intoxication amoureuse radiguée, cet amour-là convulsif, le délice et la descente aux enfers. Il a été l'inventeur du XXe siècle. Il a surgi du XIXe. Il disait lui-même « Je suis entouré d'ismes, le communisme, le fauvisme, le dadaïsme, le surréalisme, le futurisme ». Et il a su être ce personnage étonnamment d'avant-garde, complètement ancré sur son époque et complètement novateur. Et je me suis dit, ça c'est un personnage, un modèle absolu. Je suis partie sur les traces du Cocteau des années 20, où il habite l'hôtel Welcome à Villefranche, où il écrira ses plus beaux poèmes, Plein Champ, L'Ange Heurtebise, Le Secret du Bleu, qui me semblent des sommets de poésie. Et l'idée de faire un film est venue par la musique. Lors d'un déjeuner avec un de mes musiciens, que j'ai rencontré d'ailleurs par Philippe, Catherine, quand on a fait cet album qu'il a écrit pour moi, Glamour à mort, il y avait là un guitariste, Philippe Evenot, qui aime beaucoup Cocteau aussi, et on est parti, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne chanteriez pas la poésie de Cocteau ?» Et on a commencé comme ça à choisir les poèmes, architecturer les poèmes, les mettre en musique. Et ensuite, j'ai commencé à les chanter et a commencé tout ce travail musical. Du 14 juillet. T'as un point d'orgue, ouais. Voilà. Simplement, le haut bal, il est un peu plus tôt, Ariel. Au bal, Alors, ouais. la fenêtre, la 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 la. Oh, attends, on va reprendre là. Au fa. Dans Là où vous étiez. La fenêtre Devant et celle des Je suis partie par l'essence de ce qui me fascinait moi chez Cocteau, et notamment la fascination qu'il avait lui-même pour la beauté des hommes. Et une beauté qui le bouleversait, qui l'attirait, et qui sont des figures d'hommes qui se retrouveront tout le long de sa vie dans les dessins. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire à quel point l'élan amoureux provoque la magie de la création, et comme quoi on fait les choses pour le regard d'un autre, pour éblouir cet autre, et c'est les forces de dépassement. Et ça passe aussi par ces forces redoutables de l'attirance sensuelle. J'ai essayé d'aller sur les traces de Cocteau d'abord, pour vraiment m'infuser d'une esthétique, d'une politique, d'un carrefour de force qui lui ressemblerait. Je n'ai pas voulu le trahir d'aucune manière, sans être didactique et sans faire un film scolaire et sans faire un film biopic. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait se fier aux forces de l'inconscient et que les accidents qui surviendraient dans le passage à l'acte de tourner le film, c'est-à-dire une résistance du réel qu'il faudrait faire avec tous les accidents de la création. Cocteau disait « Il n'y a pas de précurseur, il n'y a que des retardataires. Et il faut être précurseur. Et donc, il faut sans trahir, parce qu'il
faut dire que c'est costaud et c'est merveilleux la musique de cette époque. Satie, c'est remarquable, Honegger, Darius Milhaud, ce sont chacun dans leur genre, dans ce groupe des 6, des musiciens hors pair. Donc il fallait quelque chose qui ne trahisse pas ce mouvement et qui en même temps soit novateur. Ça c'était difficile évidemment. La difficulté de mettre en musique de la poésie, c'est que c'est donc de la poésie, donc par principe l'auteur a cherché une musique, sa propre musique, la musique des mots, et que mettre de la musique sur de la musique ou de la poésie sur de la poésie, ça peut être dangereux. La fenêtre devant et celle des rues, celle des vents et celle des rues, au bal du 14 juillet. C'est là où on a beaucoup travaillé pour essayer d'aller chercher une cohérence comme ça entre la musique de Jean Cocteau et la mélodie et les harmonies. Voilà, donc on a décidé de l'aborder de manière un peu cocteaulienne, je ne sais pas si on dit ça, mais c'est-à-dire en s'autorisant tout. Donc on est allé sur toute forme de musique, depuis le quatuor à cordes jusqu'à la musique électronique, en passant par des chansons au format plus pop. Les marins enroulés, que la valse des vides offrait aux amateurs un grand choix de profils. Le piano d'amour, les marins mécaniques. Pour les inspirations dans la musique, on est parti beaucoup de la musique de l'époque, donc le groupe des 6, qui était aussi une sorte de création de Cocteau un peu. Donc toute cette musique du début du XXe, Satie bien sûr, qui était le petit maître de Cocteau, comme il le disait lui-même. On a commencé d'abord par les enregistrements, donc il y a eu deux périodes en fait. Une première période d'enregistrement sur laquelle s'est construit le film. Le secret du bleu. Et puis ensuite, le film s'est développé de lui-même. Et après, le système a été un peu inverse, où la musique a été écrite en fonction des images. Donc il y a deux choses, plutôt les chansons au départ qui servent de colonne vertébrale au film, et puis ensuite, une fois le film tourné, donc toute la musique additionnelle qui, elle, a été faite après. En réalité, on ne sait rien. J'ai eu cette idée de recréer Villefranche et l'hôtel Welcome à Tanger. Et notamment dans cette maison qu'a construite André Putman pour moi, très modern style, années 20, très Malestivin, ce qui fut l'architecte de la Villa de Noailles à Hyères, où Cocteau tourna son premier film. Donc c'était une configuration magique, une géométrie parfaite. Mais ici, tout est mystère, mystère, le saphir, mystère, la Sainte Vierge, mystère, le siphon, mystère, le corps du matin. Grégoire Collin avait cet extraordinaire visage oblong, avec ce nez très droit et cette langueur et cette tristesse qu'a Cocteau. Pour interpréter Raymond Radiguet, j'ai choisi cet acteur merveilleux, Samuel Mercer, qui a vraiment le diable au corps, qui est tellement talentueux et qui a suivi les cours de Pina Bausch et qui a cette aptitude de grand danseur de parler, de dire les choses avec son corps. C'est merveilleux. Engloutir par le son. Hélène Filière me semblait une évidence. Là, ce qui était essentiel,
chez Marie-Laure de Noailles, c'est-à-dire l'élégance, l'esprit. Hélène est une actrice d'une finesse rare et elle a su rendre toute la subtilité de cette grande esthète, cette mondaine, qui a su découvrir tous les plus grands artistes de son époque. Quand elle m'a téléphoné pour participer à son film, j'ai été très excitée au début, très curieuse, et puis je lui ai tout de suite dit oui, en lui faisant comprendre que j'étais très intimidée aussi, parce que je mesurais déjà au scénario que c'était extrêmement ambitieux, il fallait chanter, il fallait comme ça se livrer, s'abandonner, et comme je suis quelqu'un qui est assez sur la réserve, au début j'ai eu un peu peur, et elle m'a rassurée, elle m'a dit que tout le monde jouait le jeu, qu'il ne fallait pas avoir peur. Sur le plateau, Ariel, c'est une metteur en scène très inventive, très instinctive, et qui a mené toute cette fine équipe avec vraiment beaucoup d'élégance comme ça. C'est pas évident quand on est metteur en scène. En plus, elle avait affaire à des acteurs qui sont eux-mêmes metteurs en scène. Je pense à Valérie Donzelli, moi-même, Philippe Catherine, qui est lui-même un artiste, un créateur. Et elle a su comme ça tous nous orchestrer. De piles, des sacs mal accrochés à une taille de guêpe coupée en deux. Et elle a sauté sur l'eau. Là, je remonte. Je vais avoir froid en plus. Et puis après, et elle va comme ça. Ariel étant cette fée, parce que même pour ma vie personnelle, c'est une fée. On n'en dira pas plus, mais enfin, c'est vraiment une très grande amitié. Et à un moment, elle me dit, bon, bah, tu vas jouer dans mon film, avec Philippe, donc mon conjoint, et j'apprends qu'il faut chanter. Et moi, c'est vrai que j'aime tellement l'opéra que, pour moi, c'est pas du tout un truc naturel, hein, pas du tout, pas du tout. Pour moi, ça fait partie des grands interdits, la chanson. Jamais je ne chanterai, j'ai dit, vous rigolez. Je sais tellement ce que c'est dans ce que moi j'admire une grande voix, que c'est certainement pas moi. Donc j'ai dit, malheureusement, ça m'agace, je peux pas dire non. Je n'ai pas dit non, j'ai dit, oh là là. Il se trouve que celui qui a fait la musique, alias Philippe Evenot, est un grand ami de mon conjoint qui s'appelle Philippe aussi. Et il me fait écouter la musique et je trouve ça super. Et elle est tellement renseignée sur cette époque, donc début de siècle, et qui, moi, m'a beaucoup fait rêver aussi avec Ravel, Debussy. J'ai fait des grandes obsessions de cette époque, justement. Avec Ravel et Debussy, qui sont mes idoles absolues. Donc, et c'est vrai que je n'avais pas tellement élargi mes recherches. Enfin, moi, je m'arrêtais à la musique, hein, donc elle est arrivée avec le complément. Dites-moi où le bas vous blesse, je soignerai la blessure. Quand Ariel te dit ça 2-3 semaines avant, 2 mois avant, enfin je sais plus exactement de personnages, pourquoi pas, mais c'est vrai que tu comprends en le faisant, hein, quelque part. Nick, c'est ce petit personnage comme ça qu'on a dit qu'elle était, cette petite danseuse comme ça. Il se trouve que j'ai fait un peu de la danse entre 5 ans et 10 ans. Hein. Il m'en restait donc pas grand-chose. J'ai mis mes bras en l'air, puis j'ai tourné. Donc ça, c'était pour moi une petite ballerine, compagne de l'homme le plus fort du monde. Je me suis arrêtée là. Et en fait, le double, c'est celle qui prépare l'opium. Et donc, ça me plaisait beaucoup, les deux rôles. Mais après, j'ai pas fait 40 000 ans de psychologie dessus, parce que peut-être c'est bien de ne pas le faire, de temps en temps. Cocteau, qui est ce catalyseur de talent, etc., dans cette époque totalement d'avant-garde, il est quand même le premier qui va voir Picasso et qui lui demande
de peindre ce rideau de scène de parade. Et c'est cette merveilleuse conjoncture du cirque et du music-hall et du théâtre et du chant et de la danse qu'aimait tellement Cocteau. Julie, elle est aussi l'espèce de rêve idéal de l'homme le plus fort du monde. En même temps, c'est elle qui lui donne la force, mais en même temps, c'est lui qui la porte. On avait fait un disque avec Ariel et bon, déjà c'est moi qui lui avais proposé, étant fan depuis toujours. Et c'est une relation qui s'est instaurée comme ça, où j'avais l'impression qu'elle écrivait autant que moi les chansons, de par sa présence, sa vie. Donc même si elle n'écrivait pas, j'ai l'impression que ma main était guidée. C'est quelqu'un qui m'a dit des choses que je n'avais jamais entendues. Alors déjà, bon, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un qui vous dit ce que vous n'avez jamais entendu et que vous ne pensiez pas entendre. J'aurais jamais pensé jouer Nijinsky un jour, ça c'est sûr que j'en ai pas tout à fait la morphologie ni le parcours. Et enfin quelque chose, le fait qu'elle y ait pensé finalement a suffi, comme pour moi c'était du coup une évidence. Alors je me suis complètement abandonné à son idée. L'homme le plus fort du monde, que j'ai modestement incarné, eh bien, il a fallu chanter, puisque son texte devait être chanté, c'est une chanson à la base. Et bon, moi je l'ai fait plutôt comme un rappeur, entre guillemets, un rappeur, disons, qui nous viendrait du fin fond de la Bourgogne. Pour le comte du cirque va la fils de comte. Vincent, je travaille avec Vincent depuis de longues années et chaque fois c'est mon compagnon d'armes. Et nous avons fait tellement de comédies musicales, de scènes, de films ensemble qu'il me connaît bien, il a créé des costumes étonnants pour moi. C'était le partenaire idéal parce qu'il a la science, le goût et le style pour faire ce genre de film. Mon rôle dans le processus d'Opium était vraiment la place que m'a donnée Ariel, c'est pas de ma propre prétention, mais elle m'a donné un petit peu le rôle qu'avait Christian Bérard à l'époque, où vraiment, parce que comme je suis un touche-à-tout déjà, je fais beaucoup de choses totalement différentes. Tout d'un coup, je fais un magazine, après je fais de la décoration, je fais des meubles, j'ai fait de la mode. Et toute ma source d'inspiration est cette époque. En fait, je suis un fou de dadaïsme, de Cocteau. Je me prenais déjà pour Cocteau quand j'étais jeune. Et elle m'a demandé un petit peu de représenter
son esprit, bon, c'est vraiment sans prétention, mais l'idée de l'esprit de cette époque, qui étaient des gens insouciants, qui voulaient faire des choses artistiques, mais qui n'avaient aucun pensée du commerce et de l'argent, ce qui est rare à notre époque. Et c'est ça qui était joli de ce film d'Ariel, c'est qu'il était inventé, et de travailler sur ce projet donnait une totale liberté. Et Ariel m'a demandé de faire comme un directeur artistique, si c'est le mot, et d'être avec elle, de surveiller les costumes, de choisir les costumes, de les trouver, de trouver les décors, de les fabriquer, de les peindre, de choisir avec elle les acteurs, de regarder après le montage, de faire le générique avec elle, de faire participer des amis, enfin voilà, c'était vraiment... Ce qui était joli en fait, c'est de retrouver tout l'esprit de cette époque où les gens travaillaient ensemble, où voilà, Picasso faisait les décors, Cocteau écrivait, les ballets russes et Diaghilev faisaient le côté scénique, et c'était les musiciens venaient, et c'était Satie, Auric et toute cette époque. C'est ça qui était merveilleux, c'est le regroupement de toute une génération de gens qui travaillaient ensemble pour s'amuser presque, pour exprimer quelque chose. J'ai cette amie qui s'appelle Élie et qui fait des bijoux pour Lanvin, et dès le début il m'a dit « je vois la galère ». Je lui dis « mais non, tu vas voir, ça va être génial, on va aller à Tanger, tu n'as jamais vu Tanger ». On n'a jamais vu Tanger d'ailleurs. On se levait tous les matins à 6 h et on travaillait comme des fous, et c'était extraordinaire. Et je crois que c'est le moment où on a plus ressenti la présence de Jean Cocteau et la manière dont il devait travailler dans l'urgence, avec des moyens du bord très très substincts et avec des petits bouts de carton, des choses comme ça, où l'invention est plus la base du travail. Les costumes, j'ai chez moi, depuis toujours, en fait, depuis que je suis tout jeune, je chine aux puces, et j'ai des tonnes et des tonnes de choses, des tiroirs pleins de robes des années 30, de bouts de trucs, des costumes d'hommes, des choses, parce qu'évidemment j'ai accumulé tout ça. Et ça m'a permis de vider toutes mes armoires. Elle m'a dit on part dans ce tournage, j'ai pris tout ce que j'avais, je suis descendu à la cave, j'ai tout pris, je les ai mis dans des malles, et j'ai dit voilà, au moins je me débarrasse d'une partie d'une vie, parce que je trouve que c'est important. Et ça, c'était les costumes. Après, j'ai été emprunté. Ce que je trouvais intéressant, c'est que l'aristocratie, ou les gens... Parce qu'il y a toujours à cette époque un milieu de gens très riches et de gens qui étaient des artistes et qui étaient des personnalités, mais qui avaient moins d'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que Chanel, qui évidemment, c'était Audrey Marnet, devait être en Chanel, j'ai demandé à Chanel qui m'a prêté haute couture. La même chose pour Hélène Finière, qui représentait la vicomtesse de Noailles, elle devait être en couture aussi, elle était en Chanel. Et c'est ça qui était étonnant, c'est que les autres, ils étaient habillés un peu de bric et de broc, mais arrangés. Il y a des gens, l'atelier Caraco avec qui on avait travaillé avec Ariel, qui nous ont prêté des costumes. Mais enfin, c'est devenu... Les gens, c'était amusant parce que les acteurs arrivaient et ils voyaient tous ces costumes. Ils disaient, mais c'est une super production, en fait. Il y a plein de costumes. Et en fait, c'était que des costumes, des vêtements empruntés à droite à gauche. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'Ariel m'a donné la possibilité. Au départ, j'ai dit, Marielle, je n'y arriverai pas. J'ai tellement de boulot, je fais tellement de choses. J'arriverai pas à suivre ce tournage. Vous savez, le tournage, il faut y être tous les jours. Donc moi, je préparais les costumes la veille au soir. J'essayais sur une amie d'Ariel tous les costumes de femmes, sur un garçon tous les costumes d'hommes. Le lendemain, il tournait. Je venais installer les décors. Après, j'allais travailler la journée. Après, je revenais le soir. J'essayais d'être là, présent sur le tournage. Mais c'était une chose qu'on tenait à bout de souffle. Et d'ailleurs, c'est un peu comme la nouvelle vague. C'est en fait l'envie de participer à quelque chose qui n'existera plus, parce que plus personne ne prend le temps de s'amuser et de rentrer dans des projets sans être payé, en s'amusant, et juste parce que, premièrement, on aime beaucoup Ariel, ça c'est bon, de toute façon c'est par amitié au départ, et puis en deuxième, aussi parce que je me dis, bon ben voilà, c'est une chose que je ne referai jamais, mais je suis fier de l'avoir fait, parce que de toute façon, ça faisait partie de ma vie, mais si je ne l'avais pas fait, ça serait presque un regret. Je connaissais très mal Cocteau en fait.
j'ai découvert l'univers, bien sûr, là, et quelque part, je crois qu'Ariel ressemble à Cocteau, très fantaisiste, avant-gardiste, tout en étant anachronique. Enfin, le film est très fidèle à l'esprit Cocteau. Et Ariel lui ressemble, très grande liberté, une très grande élégance, une très grande intelligence, mais je trouve que la force du film d'Ariel, c'est aussi de nous apprendre une partie de la vie de Cocteau que je pense que les gens ne connaissent pas. C'est un film à la fois esthétique, artiste, créatif, et un film pédagogique, je dirais. Ce qui est rare, vu la facture du film qui est extrêmement ambitieuse et fantaisiste comme ça, c'est aussi un film pédagogique, donc c'est fort. Le film d'Ariel Dombal se concentre essentiellement sur la période où Radiguet était en contact avec Cocteau, c'est-à-dire de 1920 à 1923. Et surtout des séjours qu'ils ont passés ensemble dans le sud de la France et qui étaient, disons, les moments où Radiguet a été le plus productif. Il a écrit la plus grande partie de ces deux romans, Le bal du comte d'Orgel et Le diable au corps. Raymond Radiguet a rencontré Cocteau quand il avait l'âge de 14 ans. Il s'est présenté chez Jean Cocteau avec un monocle et une canne, et il s'est présenté comme un retraité. Je pense que Cocteau a dû tout de suite quelque part tomber amoureux de cette figure. Ce qui est étonnant, c'est aussi tout ce confluent des forces créatrices. Et je n'aurais pas fait le même film non plus s'il n'y avait pas eu Élie, qui a cette magie de la main. Cocteau n'aimait qu'une seule chose en lui-même, c'était ses mains. Et ses mains qui avaient une agilité, une intelligence étonnante, et notamment passer de la littérature d'un même trait au dessin et d'un même trait au cinématographe. Cette encre de lumière. Et ça s'est traduit par ces dessins live que je voulais. Cette vraie main qui dessine et qui me semble quelque chose de si magique, ce trait continu comme ça. Il dessinait tout le temps, Cocteau, n'importe où. Ça faisait partie de l'être le plus profond, le dessin. Ça m'a forcé à comprendre son dessin, puisqu'à force de s'exercer, je comprenais exactement comment ça se passait, le trait qui est le moins levé possible. Ça oblige aussi à une visualisation extrêmement précise, parce que justement, on ne lève pas le crayon, donc il ne faut pas trop de rater. Ariel, je pense que, bon, d'une part, je dessinais assez bien, et l'idée lui est peut-être venue à cause de ça, mais aussi pour elle, il y avait une similitude entre les mains de Cocteau qu'il avait magnifiques, très fines, très longues, et tout ça, les mains de Grégoire qui sont elles-mêmes très belles, et les miennes qu'elle trouvait formidables aussi. Qu'elle trouvait et elle y voyait la même prolongation, et donc il y avait une possibilité assez aisée aussi pour jouer la doublure pour Grégoire en fait. Il y avait une grande séance photo qui a été organisée, dont Karl Lagerfeld était le photographe, et donc elle était tout autour d'Ariel et de l'équipe du film. Et l'idée était que les fonds de chaque photo étaient un dessin de Cocteau, mais en géant comme ça. Et donc je me suis retrouvé à réaliser ces dessins aussi, chose que j'avais jamais faite, parce que là par contre c'était des dessins de 3 mètres sur 2, donc j'étais par terre avec un pinceau et je traçais ça à main levée le plus rapidement possible, parce que les photos se succédaient en fait constamment. Donc ça a été un exercice assez passionnant. Et assez amusant, parce que là aussi j'ai l'habitude des petits formats, vous voyez, enfin, du A4, du A3, des choses comme ça. Et là, j'avais jamais eu ce sentiment avec aucun recul, je sais pas comment expliquer, je voyais pratiquement pas ce que je faisais en fait.
Donc ça, c'était vraiment pas facile. Les plus beaux souvenirs pour moi se passent à Tanger, effectivement. Et oui, notamment la scène de l'escalier avec les dieux d'Olympe. Où la réalité était totalement transfigurée. On était dans cette maison magnifique avec la vue sur la mer et nous tous costumés en noir et blanc avec nos instruments en carton. Et il y avait une magie totale qui s'est produite en fait. Le tout en plus était agrémenté de la musique qu'avait déjà enregistré Ariel, qui était sur les poèmes de Cocteau. Et c'était c'était frissonnant, ouais. C'est ça. C'était un moment où, en tout cas pour nous-mêmes, c'était vraiment d'une grande beauté. Il y avait ça, et il y a un moment inouï qu'on voit quasiment pas dans le film et qui à vivre était fantastique. C'était dans les grottes d'Hercule, où il y a la scène de l'enterrement de Radiguet. Il y avait tous ces petits enfants qui étaient coiffés avec des bois strassés, qui portaient un cercueil. Et nous, on était donc censés être totalement éplorés. Et on suivait le cercueil jusqu'à la mer en traversant la grotte. Comme ça. Et il y avait également la musique, et c'était tellement beau à vivre en fait, qu'on était réellement émus. C'est-à-dire que moi j'avais les larmes aux yeux et Marisa à chaque prise a pleuré. Mais très sincèrement, c'est-à-dire qu'elle était complètement prise par la scène et par la beauté du lieu et par la poésie du tout. Non, c'était vraiment merveilleux. Ariel, c'est quelqu'un, je lui dis toujours, que c'est comme un ange qui est passé sur cette planète et qui éclaire le monde. Et c'est vrai, elle est tellement poétique et inspirante et intelligente et cultivée et pleine de quelqu'un de profondément gentil et d'extraordinaire envers les autres, de généreuse. Et donc c'est une merveilleuse amie. Je lui ai montré quelque chose que j'avais fait dans un film italien et qui était assez fort comme ça aussi, et parce qu'elle voulait que je chante d'une façon très femme fatale et assez... Enfin, la Marchesa Cassati, je ne crois pas qu'elle chantait dans la vie, mais ces femmes fatales qui sont un style très particulier, qui sont un peu à la Kirk Weill, c'était un peu aussi ce genre de chant. Et moi, j'adore ça. D'abord, j'ai toujours voulu faire de la comédie musicale et de chanter. Et donc, quand elle m'a demandé ça, j'ai dit, mais je serais ravie parce que ça me... En plus, ça, c'était un challenge parce que c'était pas quelque chose de facile à chanter du tout. Philippe est un génie de la composition. Les paroles de Cocteau sont des poèmes compliqués et très intellectuels, et très comme ça surréels et qui partent dans tous les sens et où il n'y a pas une histoire, une ligne directe. C'est vraiment... c'est vraiment intéressant et je me dis que si je suis arrivée à faire ça, je pourrais faire n'importe quoi. J'ai des souvenirs merveilleux de ces... où on était sur des papiers verts avec les jambes qui ont tourné comme ça dans tous les sens et après on se voit dans les étoiles à la fin du film comme les déesses et les dieux. Mais la scène elle-même dans la maison était à mourir de rire. On était tous étalés par terre avec des robes blanches comme ça, rafistées, et puis les jambes qui partaient dans tous les sens et qui tournaient sur ce papier vert. Et on prenait des pauses et, avec ces musiques incroyables et on devait chanter en même temps. Enfin, c'était c'était fantastique. Boucler, boucler l'antiquité, plâter, rouler l'éternité, plâte, boucler et canneler. Utiliser tout le film, il n'y a pas un mot d'inventé. Tout est tiré de scènes et de mots qu'on dit les uns sur les autres, d'insultes qui ont été proférées contre lui et de scènes qui sont tirées de son théâtre ou de ses films. Et voilà. Et puis c'est un film, j'ai voulu
entrer dans la couleur, dans le cosmos cocteaulien. Étonne-moi, disait-il. Étonne-moi. J'ai voulu l'étonner et lui plaire. Et qu'il soit heureux d'avoir des enfants qu'il a engendrés. Il aimait tellement le mélodrame par le mime. Il aimait tellement le grand recours à l'antique. Alors je n'ai pas voulu trahir cette iconographie proprement cocteaulienne. Ariel a un pouvoir de conviction très grand, parce qu'elle a une énergie, un désir qu'elle sait vraiment transmettre et insuffler aux gens qui sont autour d'elle, dont François Margolin, parce qu'au départ, il n'y avait pas du tout de financement sur le film. Mais son énergie et son désir l'a convaincue, et ils se sont dit tous les deux, allez, allons-y comme ça, on verra ce qui se passe après, mais n'attendons pas le système classique de financement, parce que voilà, on sait tous que ça met des mois, voire des années pour avoir un budget bouclé avant de pouvoir commencer un film. Et là, ça s'est décidé finalement sur le désir et la bonne volonté de tout le monde. Ce qui était très agréable et qu'on ressent, je trouve, vraiment dans le film, c'est la liberté qu'il y avait sur le tournage. On la ressent aussi au montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci d'explication, de narration classique. On sent que Ariel a mis dans le film ce qu'elle est et ce qu'elle aime. Et je trouve que c'est la meilleure façon de partager ses passions. Et moi, c'est ce que je ressens beaucoup en voyant le film et qui m'émeut. J'ai voulu retracer toute une époque, l'atmosphère des ateliers de Montparnasse, où traînaient beaucoup Radiguet, les années 20, en m'entourant à mon tour d'artistes et d'amis pour incarner ces grandes figures de l'avant-garde. Par exemple, le peintre Kissling, j'ai demandé à mon ami, l'incroyable artiste et peintre David Rocheline, et Tristan Tzara, je l'ai fait jouer ici par Ariel Wiesman. Et Cocteau a été le premier à découvrir Tristan Tzara et à son incroyable manifeste Dada. Ou encore l'immense figure, le photographe Man Ray, joué ici par Virgile Bramley, qui est lui-même photographe et cinéaste. Donc ce principe d'amis artistes qui en incarnent d'autres. Faire jouer justement des grands acteurs à la place des grands hommes. Paul Morand par Patrick Mille, la délicieuse Valentine Hugo par Valérie Donzelli, le prince de Beaumont par Jérémy Elkaïm, André Breton par Roland Mérou. Et j'ai demandé au merveilleux Nils Schneider d'interpréter Maurice Sachs. Maurice Sachs est une figure très importante de l'époque, du temps de Bœuf sur le toit, La chasse à courre. Il a été le secrétaire de Cocteau, c'était un chroniqueur mondain, un dandy, écrivain, amoureux, un génie et un traître. Et donc Nils l'a interprété avec beaucoup de brio. Je tenais beaucoup à la recréation de la fameuse scène des loges, du sang d'un poète qui a fait tellement scandale. On ne peut pas être au balcon et se regarder passer. Ces loges Corbeil qui étaient habitées des figures les plus brillantes de l'époque, et la princesse Murat, et Marie-Laure de Noailles, et Pablo Picasso, et Jean de Beaumont. J'étais couteau suisse. Donc j'étais harpette, j'ai fait un peu de maquillage, un peu de coiffure, j'ai fait les costumes, j'ai fait... j'étais à tous les postes, c'était un film où c'était une grande famille, on était tous entre amis et du coup tout le monde faisait un peu tout. Et comme j'ai eu la chance d'assister à tous les jours de tournage, je crois que je suis passée par tous les postes, mais officiellement j'étais en charge des costumes. Qui était imaginé par Vincent Darré. En fait, on n'était pas du tout dans un esprit de reconstitution, parce que c'était pas notre ambition, on n'avait ni l'envie, ni le budget, ni la prétention. C'est pas du tout un film d'époque.
On a essayé de transposer les choses et de réinventer les personnages qu'on aimait. Donc évidemment, on a fait des recherches et puis avec l'étendue de la culture de Vincent et d'Ariel et de tous les autres artistes, ce sont des livres ouverts. Donc on parlait, on regardait des images et puis ensuite j'ai essayé de traduire ça avec des choses à 1 euro, 2 euros sur les trottoirs de Montreuil, sous la pluie, dans les placards de tous les amis. Tout le monde a prêté, Ariel, Vincent, Halima Davy, moi, ma mère. Enfin, tout le monde a donné tout ce qu'il avait qui bidouiller, superposer, pouvait avoir une allure un peu ancienne. Et puis, on n'était pas attaché à la reconstitution parfaite, historique, ni dans les physiques, le casting d'Ariel. Et on n'a pas du tout des ressemblances, des couleurs de cheveux, d'âge, de taille qui ne sont pas forcément évidentes. C'est plus, là, à chaque fois, c'était une personnalité qui jouait le rôle d'une autre grande personnalité. Et moi, mon rôle, c'était d'habiller et de faire le lien entre ces deux personnes, entre l'acteur et le vrai personnage. Cela me semblait magique et essentiel de restituer des moments artistiques fondateurs, et notamment cette image légendaire, le portrait par Man Ray de Cocteau et Tristan Tzara, qui symbolise le surréalisme. Le secret du bleu est bien gardé, le bleu arrive de là-bas. J'ai interprété des musiques comme Le Secret du Bleu et l'Hotel Welcome, qui étaient pourtant le cœur des poèmes initiateurs du film, et finalement ils ne se sont plus retrouvés dans le film. Parce qu'au début, mon personnage était un peu la narratrice. Donc une figure issue de la mythologie grecque, de l'Antiquité, si chère à Cocteau, une sorte d'Orphée surgi de la mer et non pas des enfers. Et puis je devais raconter cette histoire, cet amour entre Cocteau et Radiguet. Et puis je suis devenue en quelque sorte Mnémosyne, la muse de la mémoire, et finalement l'oracle, celle qui prédit les destins. Et donc, étrangement, il y a eu des mélodies qui ont disparu, des musiques qui en ont fait naître d'autres, des personnages qui ont glissé d'une mythologie vers une autre, et j'ai incarné finalement une figure entre la Belle et la Bête, l'oracle et Jocaste. Je suis heureuse d'être une enfant terrible de Cocteau, c'est-à-dire la désobéissance à la norme. On est affronté à une réalité, il faut lui tordre le cou pour arriver à ce qu'on veut, mais dans la liberté, c'est ce à quoi je tenais le plus. Et la désobéissance, et ça c'est la grande leçon coctalienne.